Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ouverture du 31e sommet de la Ligue arabe en Algérie ce mardi 1er novembre. Objectif de cette rencontre, réactiver les mécanismes de prévention et de résolution des conflits dans les pays membres de cette organisation clairsemée 3 ans après le dernier sommet. La tension monte entre le Rwanda et la République démocratique du Congo après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais du sol congolais. Kigali continue de démentir les allégations de Kinshasa de soutien aux rebelles du M23 et brandit la carte de la désescalade. Et la Mauritanie ambitionne de développer l'ensemble de ses ressources énergétiques, aussi bien fossiles que renouvelables. Pétrole, gaz ou encore hydrogène vert sont dans le viseur des autorités pour atteindre une croissance de 10% à l'horizon 2030. L'Algérie accueille dans sa capitale Alger depuis ce mardi 1er novembre le 31e sommet de la Ligue arabe. Les représentants des pays membres sont réunis en vue de réactiver les mécanismes de prévention et de résolution des conflits d'une Ligue arabe clairsemée 3 ans après le dernier sommet. Une absence majeure a marqué l'entame de ce sommet, celle du roi du Maroc, Mohamed VI, représenté par le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita. Plus de détails avec Nathalie Mo. Hôte de la 31e édition du sommet de la Ligue arabe du 1er au 2 novembre 2022, l'Algérie place cette rencontre sous le signe du rassemblement. En effet, alors que la pandémie de Covid-19 a empêché la tenue de ces assises pendant 3 ans, des dissensions sont apparues entre les États membres de la Ligue arabe, rapprochement du Maroc et du Soudan avec l'État d'Israël notamment, mais aussi rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc sur fond de conflit au Sahara occidental. Par ailleurs, la normalisation de la situation politique et sécuritaire en Libye va également meubler les débats lors de cette rencontre des chefs d'État de la Ligue arabe. C'est un sommet où participera pratiquement les 2/3 des chefs d'État arabes, des princes, des rois, etc. C'est un sommet qui est face à des défis extrêmement importants. Il y a celui de l'inflation mondiale, des crises internes dans le monde arabe, la Libye, le Yémen, la Syrie, le terrorisme. Le sommet de la Ligue arabe en cours est consacré à la réforme de l'organisation qui se compose de 22 pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Golfe. L'une des préoccupations majeures de cette édition du sommet est la prévention des conflits et la contribution à leur résolution à travers la réactivation de nombreux protocoles d'initiative arabe de paix de 2002, entre autres. Afin de consolider l'unité des pays arabes, d'atténuer l'impact de ces crises sur les populations arabes, et surtout de réformer la Ligue arabe qui est en train de s'essouffler. Vraiment une organisation qui a été créée en 1945, dont les structures ont besoin d'être réformées. L'organisation du 31e sommet de la Ligue des pays arabes est le symbole d'une renaissance de la diplomatie algérienne. Cependant, l'absence du roi du Maroc, Mohamed VI, représenté par le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, interpelle des observateurs. Rappelons que lors de la fête du trône en juillet 2022, le souverain chérifien déclarait sa main tendue en direction des autorités algériennes pour un dégel des tensions entre les deux États. Également dans l'actualité, au Mali, la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger a annoncé ce mardi 1er novembre la mort de 28 personnes dans des affrontements avec un groupe terroriste affilié à Daesh. La plateforme déplore la perte de 9 de ses combattants et de 4 civils et affirme avoir neutralisé 15 éléments du groupe terroriste. Les faits se seraient déroulés le 31 octobre à la mi-journée alors que des terroristes s'en seraient pris à des habitants du camp d'Aïna dans la région de Gao. La plateforme qui patrouillait dans la zone a alors riposté en lançant une offensive. Il est à noter que le gouvernement malien n'a pas encore réagi à ces affrontements meurtriers.
La tension monte entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Dernier épisode en date, l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Karega du sol congolais le 31 octobre. L'émissaire rwandais s'est vu accusé de soutenir les rebelles du M23, des allégations que les autorités congolaises maintiennent depuis des mois à l'endroit du Rwanda qui, tout en niant, brandit la carte de la désescalade. Reportage de notre correspondant Fratan Dakesenga. Dans son bureau au ministère des Affaires étrangères, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais est très sollicité. Entre les coups de fil et les entretiens avec les journalistes, Alain Mukurarinda enchaîne pour présenter la réaction de son gouvernement face à l'amplification des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les journalistes veulent savoir ce que le Rwanda compte faire après l'expulsion de son ambassadeur à Kinshasa. Le Rwanda garde toujours le cap. Ce problème doit être résolu via les voies pacifiques, par les débats, par les discussions. Ça, c'est la posture du Rwanda et qui n'a pas changé. Parce que si on expulse l'ambassadeur et que le Rwanda fait la même chose, est-ce qu'on n'est pas dans l'escalade là? Le Rwanda a décidé, je dirais même que la décision, le communiqué qui a été publié hier, c'est un communiqué de désescalade. On ne va pas faire exactement la même chose. Plusieurs initiatives de médiation ont été mises en place pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi ou encore récemment la rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Apparemment, toutes ces solutions semblent ne pas produire les résultats attendus. Il y a eu également Addis Abeba, il y a eu Afrique du Sud. On peut remonter dans le temps. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a un manque de volonté politique du côté des autorités congolaises. Aujourd'hui, il faut poser la question. Est-ce que ce qui a été proposé a été mis en application? Tant que ça n'a pas été mis en application, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des solutions durables? Deuxièmement, qui est responsable en premier lieu de mettre les solutions proposées, de les appliquer? Est-ce que ce sont les pays limitrophes ou c'est le pays en question où il y a des problèmes? Dans un communiqué publié le 30 octobre, l'Union africaine rappelle les parties prenantes dans cette crise à privilégier le dialogue. À cet égard, l'organisation appelle toutes les parties à participer de bonne foi au 3e dialogue de paix intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 novembre 2022. Pour rappel, le gouvernement congolais reproche au Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui assiègent aujourd'hui plusieurs villes à l'est de la RDC, des allégations que le gouvernement rwandais a toujours niées. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo cherche à rassurer les Ghanéens, mais aussi les marchés sur la capacité de son gouvernement à faire face à la crise économique qui sévit au Ghana. Face à l'inflation record et à l'effondrement de la monnaie nationale, le CEDI, le chef de l'État ghanéen, promet de rétablir l'ordre en se tournant notamment vers le Fonds monétaire international qu'il s'était pourtant promis en 2019 de ne plus solliciter. Les explications de Roberto Bogbe. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo exhorte la population à soutenir sa décision de solliciter un prêt du FMI, le Fonds monétaire international. C'est l'une des mesures prioritaires pour juguler une crise économique qui paralyse ce pays d'Afrique de l'Ouest. Le Ghana, qui a longtemps été le pays africain subsaharien le plus endetté, fait face à une inflation très accrue, une situation qui a poussé de nombreux commerces à fermer leurs portes. Le président mesure l'ampleur du phénomène. We are in a crisis. I do not exaggerate when I say so. Nous sommes en crise. Je n'exagère pas quand je le dis. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où autant de forces malveillantes se sont réunies en même temps. Mais comme nous l'avons déjà démontré dans d'autres circonstances, nous ferons de cette crise une opportunité pour résoudre non seulement les problèmes urgents à court terme, mais aussi les problèmes structurels à long terme qui continuent de perturber notre économie. But the long-term structural problems that continue to bedevil our economy.
Initialement prévu d'ici à 3 semaines, un accord avec le FMI est désormais attendu pour la fin de l'année. Déjà accablé par une forte dette, le Ghana cherche à obtenir un crédit de 3 milliards de dollars pour faire face à l'inflation record de 37% et à l'effondrement de sa monnaie, mais aussi aux difficultés économiques aggravées depuis l'invasion russe en Ukraine. We've gone to the fund to repair in the short term. Nous nous sommes adressés au Fonds monétaire international pour assainir à court terme nos finances publiques et rétablir notre balance des paiements, tout en continuant à travailler sur les changements structurels à moyen et long terme qui sont au cœur de notre objectif de construire une économie ghanéenne robuste et résiliente et de bâtir un Ghana sans aide. And building a Ghana beyond aid. Les discussions avec le FMI ont fait naître la crainte que le gouvernement impose des mesures d'austérité qui mettraient un peu plus la population dans une situation difficile. Les législateurs du parti du président Akufo-Addo ont appelé au limogeage du ministre des Finances, accentuant la pression sur le gouvernement. La Mauritanie bénéficie d'un important potentiel en termes d'énergie fossile, mais aussi renouvelable. L'estimation de ses réserves de gaz serait supérieure à celle de la Libye ou encore de l'Égypte. Et l'ensoleillement dont dispose le pays toute l'année lui permettrait de développer une stratégie cohérente autour des énergies vertes. Un potentiel capable de dynamiser considérablement la croissance du pays, comme nous l'explique Robert Tobogbe. La Mauritanie veut être un hub intégré pour l'exploitation de l'énergie et des industries de fer à bas carbone à l'horizon 2040. Actuellement, le pays développe un projet de génération de 30 gigawatts et un autre de 10 gigawatts. Ces deux projets intensifs en main-d'œuvre et en expertise vont générer une croissance de 10% à l'horizon 2030 et réduire le taux de chômage de moitié. Et la raison, c'est parce que ces industries sont extrêmement intensives en main-d'œuvre qualifiée, en expertise. Donc l'impact va directement aux citoyens. Alors que les industries rentières, gaz, minières, etc., il y a un impact sur les citoyens, mais il est limité. Le plus souvent, l'impact est un impact indirect. Il transite par le budget. La Mauritanie figurera bientôt dans le groupe des pays exportateurs de pétrole et de gaz. L'entrée en activité du champ gazier Grand Tortue à Meyim, partagé avec le Sénégal, et les perspectives du champ Birala, en territoire exclusif mauritanien, font suite à une expérience limitée de production pétrolière qui a permis, depuis le milieu des années 2000, de former un certain nombre de cadres. À ces gisements gaziers s'ajoutent les ressources énergétiques renouvelables dans le solaire, l'éolienne et l'hydrogène vert. Cette dernière est une source d'énergie systémique qui peut être le pétrole du futur, de l'avis du ministre du Pétrole. Notre ambition, c'est vraiment développer l'ensemble de nos ressources énergétiques. Et nos ressources énergétiques, ce n'est pas que le gaz, heureusement, mais c'est aussi les énergies renouvelables. Et quand on parle d'énergies renouvelables, on parle du futur, c'est aussi l'hydrogène vert qui peut être aujourd'hui, selon le consensus des experts, le grand comme on dit, game changer. Ce qui va changer la donne dans le futur. Alors, l'hydrogène vert sera-t-il le pétrole du futur? C'est la grande question. Tout indique qu'il a tous les attributs pour cela. Outre l'énergie, la Mauritanie mise sur son gisement de fer avec une capacité d'exportation de 12 millions de tonnes en minerais par an. Le défi du changement climatique en exportant de l'hydrogène et de l'ammoniac vert, ce qui contribuera à réduire l'empreinte carbone à la fois des pays destinataires et de celle, très faible en ce moment, de la Mauritanie. Partons à présent à la découverte d'une pièce de théâtre qui s'intitule « Pas de demain », une œuvre du metteur en scène béninois Brado Barlin Grimaud qui met en lumière les conditions de vie difficiles dans le milieu carcéral tout en posant des questions existentielles. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. Stand Innovation pour la pièce de théâtre intitulée Pas de demain du metteur en scène Brado Birlin Grimaud, restituée par 3 jeunes comédiens béninois à l'espace Le Centre de Lobozumpa à Abomey-Calavi au Bénin. Écrite et mise en scène par Brado Birlin Grimaud, cette pièce relate les réalités de 3 prisonniers. Il s'agit non seulement d'un travail de questionnement sur la vie de ces détenus, leur capacité à résister dans le temps, dans certaines conditions, mais aussi une interrogation sur ce qui se passe à l'extérieur des barreaux et quand ça va changer, si les lendemains seront meilleurs ou pas. Cette pièce est parsemée de messages. Elle aborde entre autres les formes d'aliénation de l'Afrique avec le colon, le rêve africain, le nouvel ordre mondial, l'attachement des Africains aux religions importées, les restrictions des libertés. Dans la société que nous connaissons, qu'elle soit occidentale, asiatique, africaine ou américaine, on est tout le temps en train de se demander, mais on va où en fait?
C'est quoi notre but? On participe à quoi exactement? Juste se lever, courir, manger, dormir, sourire, mourir? C'est quoi le but en fait? Donc dire mangeons tout aujourd'hui et puis vendez ce demain, c'est vraiment profond. C'est un questionnement pour tout le monde. La pièce Pas de demain évoque les questions existentielles. Dans un décor original rempli de chemises blanches accrochées au séchoir à linge et lumière, cette restitution théâtrale ravive le passé des détenus, notamment de Bayor et Foula, à travers une projection vidéo. Afin d'accrocher le public, une bribe de traitement audio populaire circulant sur les réseaux sociaux a été montée dans la pièce. C'est des éléments qu'on a utilisés sans pour autant parler, pour mettre de l'humour dans ce travail. L'élément graphique, c'est pour faire un feedback dans le passé de ces prisonniers qui sont dans ce monde. Gildas Maoussi Agosoupe, Udvan Sweke, Ornella Fayon, Douriat Dansou et Brado Birlin Grimaud comptent reproduire ce spectacle dénommé Pas de demain et faire participer un plus grand nombre de publics, recueillir des avis afin d'explorer le monde carcéral pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers. A noter que l'idée de la création de cette pièce a germé en 2019 à la rencontre d'un détenu qui totalise 5 ans d'emprisonnement sans jugement. Ceci lors d'une intervention artistique du metteur en scène Brado Birlin Grimaud à la prison civile d'Abomey-Calavi au Bénin. Dans le reste de l'actualité, le Nigeria, le Ghana et le Bénin envisagent une candidature commune pour l'accueil de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 de football, compétition dont la Guinée s'est vue retirer l'organisation par la Confédération africaine de football. Cette candidature commune ne serait pas inédite pour le Ghana et le Nigeria qui ont déjà co-organisé l'édition 2008 de ce tournoi continental. Pour passer de la parole aux actes, les 3 pays ont jusqu'au 16 décembre pour faire parvenir cette candidature commune au siège de la CAF au Caire. Rappelons que le Maroc et l'Algérie ont jusque-là souvent été cités par les observateurs pour remplacer la Guinée. Le pays hôte de la CAN 2025 sera connu le 10 février 2023. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.